Bonjour à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire suite à celle que j'ai sortie précédemment qui concernait l'obsolescence des ordinateurs. Avant de commencer la vidéo, je vais vous préciser simplement que je vais mettre des chapitres en dessous et sur la vidéo. Ça vous permettra d'accélérer le visionnage s'il y a des parties qui vous intéressent pas et d'aller directement à une partie ou celle qui vous intéresse uniquement. Donc si c'est que les PC portables, ce sera que les PC portables par exemple. Donc n'hésitez pas à utiliser les chapitres. Donc la vidéo d'aujourd'hui concernera l'achat d'un nouvel ordinateur ou du moins d'un nouvel équipement informatique qui viendra soit remplacer un équipement déjà existant, soit se rajouter à des équipements que vous avez déjà. C'est vrai qu'avec l'évolution technologique de tous les matériels qui nous entourent au quotidien, être perdu ça peut se faire très très vite. Donc bien réfléchir à l'achat d'un matériel, est-ce qu'on l'achète neuf ou reconditionné ou d'occasion ? Est-ce qu'on achète par exemple un PC fixe ? Est-ce qu'on vaut mieux acheter plutôt un PC portable ? Alors du coup, quel PC portable ? Quelle marque de PC portable ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas s'orienter vers une solution type tablette, comme les iPads ou les tablettes Samsung ou Windows ? Pour quels usages ? Quels composants actuels dans quelle gamme de prix ? Les bonnes marques de PC ? Les mauvaises marques à éviter ? Les choses tout court à éviter ? Comment penser son ordinateur sur le futur ? Et aussi, est-ce que ça va vous servir pour des types d'utilisation, par exemple professionnels ou étudiants ou purement personnels ? Donc on va commencer avec la question des PC fixes. Alors les PC fixes, l'avantage, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo que j'ai sortie l'autre jour, c'est que c'est complètement modulable. Donc il vaut mieux, si vous n'avez pas de PC fixe actuellement, il vaut mieux réfléchir à du long terme en termes de certains composants. Donc pour en revenir sur les composants principaux, donc dans un PC fixe vous allez retrouver une carte mère, donc c'est une grande carte sur laquelle vient se greffer tous les composants qu'on achète par la suite, donc processeur, RAM, carte graphique et divers autres équipements que vous pouvez rajouter, donc les disques durs, les SSD, les lecteurs DVD, Blu-ray, ça se fait plus trop mais bon vous pouvez toujours. Et donc du coup l'aspect évolutivité se fait par le fait que chaque composant est très facile d'accès. Mais justement, comment on fait pour se repérer alors que bon nombre d'équipements existent dans le marché du PC et bon nombre de marques différentes existent aussi ? Vous avez des services en ligne comme par exemple le configurateur de TopAchat qui permet de choisir pièce par pièce des éléments compatibles entre eux. Par contre, ça va pas vraiment vous dire comment choisir vos pièces. En fait, ce que vous allez remarquer, c'est qu'en informatique, il y a des pièces entre guillemets qui ont un nom, typiquement, mais qu'en fait, plein de petits constructeurs vont avoir ces mêmes pièces-là à leur catalogue. C'est le cas notamment des cartes graphiques par exemple. Vous allez avoir deux grandes marques, 3 maintenant. Donc vous avez Nvidia, AMD et Intel sur ce segment-là. Et hormis Intel qui ne fabrique leurs cartes que par eux-mêmes, AMD et Nvidia, le problème c'est que leurs puces sont rachetées par plein d'autres constructeurs qui en font des versions qui leur appartiennent. Donc comment est-ce qu'on choisit une bonne version par rapport à une mauvaise version ? Comment est-ce qu'on trie ? Il n'y a pas 36 solutions, pour ça il faut se renseigner sur des sites de matériel en ligne. Moi ce que je peux vous donner c'est qu'à la date d'aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, on est le 17 octobre 2023, je peux vous donner à mon sens qui sont de bonnes pièces PC actuelles en fonction de ce qui nous est proposé, mais ce ne sera pas forcément valable d'ici 3 à 6 mois par exemple, parce que le marché de l'informatique évolue tellement vite que vous pouvez considérer que d'ici 6 mois, les pièces que je vais vous donner là seront obsolètes. Il en va de même pour la RAM, donc vous allez retrouver des marques différentes pour la même RAM, on va dire, entre guillemets, mais il y a des constructeurs qui sont plus à privilégier que d'autres, par exemple pour leur fiabilité. Donc il y a aussi la même chose pour les alimentations de PC, même si elles sont toutes supposées donner le même wattage en sortie dans l'ordinateur, c'est pas dit qu'il y en a une qui sera moins performante que d'autres. Il y a des certifications à regarder, typiquement ce qu'on connaît, donc bronze, argent, platine et compagnie, qui vous donneront à peu près un point de repère par rapport à la fiabilité de cette alimentation, mais par exemple, comme on a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, une marque d'alimentation avait des équipements qui prenaient feu. Donc voilà, il y a des petites choses à se méfier aussi dans le milieu, et c'est l'actualité qui changera la donne pour vous. Si vous vous renseignez un minimum sur les équipements qui sortent ou les différents tests qui sont disponibles sur différents sites internet ou chaînes YouTube, c'est là où vous allez vous rendre compte que même si c'est les mêmes équipements, ils n'ont pas la même fiabilité ni les mêmes performances. Donc pour parler configuration, donc des PC fixes, on va commencer par ce qui est à mon sens pour moi l'entrée de gamme, vraiment la base de ce qu'on pourrait acheter, donc c'est-à-dire typiquement un boîtier, un processeur qui est relativement léger, donc en 4 cœurs voire 6 maintenant ça dépend, 8 Go de RAM ou 16 selon les disponibilités, plus un SSD d'1 Tera par exemple, ou même de 512,
avec une alimentation, bon bien sûr l'écran qui va avec, mais ça je vous laisse à libre choix de faire le vôtre. Un clavier souris pareil, pas trop onéreux, qui permettent de faire de la bureautique de manière correcte, et vous allez vous en sortir pour un total d'environ 400 à 500 €. Neuf, je parle. Voilà, donc ça c'est une première approche. Je vous afficherai une configuration là dans la vidéo en même temps que je vous dis tout ça, pour vous donner une idée de ce qui est faisable avec un budget relativement serré. Et malgré ce budget serré, vous verrez que cette configuration, si vous faites rien vous faites pas de calcul 3D, vous faites pas de jeu, vous faites pas de gros montage vidéo ou pas de montage vidéo tout court, vous verrez que c'est une configuration qui tiendra très longtemps dans le temps pour de la bureautique simple ou de la navigation web. Parce que pour la navigation web, par exemple, ce qui prévaut le plus, c'est et la RAM et le processeur. Donc, à partir de là où vous avez des équipements qui tiennent la route, qui tiennent le coup, qui sont dimensionnés relativement correctement, vous allez avoir un PC qui tiendra dans le temps pendant au moins 5 ans facilement, très facilement, tant que vos usages ne changent pas. Tout ce qui se trouvera au-dessus de cette gamme de prix-là, on va rentrer dans des PC type utilisation gamer par exemple. On va retrouver des PC donc du coup dans les 700 € environ. Pareil, je vous ferai une configuration assez simple, assez basique, qui vous donnera un ordre d'idée du prix que j'ai pu en tirer à l'heure actuelle sur le marché. Donc là, vous allez retrouver un processeur 4, 6 cœurs minimum, une carte graphique dédiée pour le coup pour jouer. Je vous mettrai peut-être quand même une configuration avec une carte graphique intégrée pour que vous puissiez avoir une idée d'une configuration sur laquelle on pourrait jouer. Un peu moins onéreuse que ça, par contre, il ne faudra pas s'attendre à des performances de haute volée. Il faudra vraiment jouer qu'à des jeux légers ou à de l'émulation, ou alors mettre tous les détails au minimum sur les entre guillemets derniers jeux sortis. Bien sûr, on retrouvera à mon sens 16 Go de RAM minimum, parce que les jeux actuels il faut quand même un peu de RAM. Un SSD d'1 Tera en NVMe. Donc, le NVMe, c'est à la différence d'un SSD en SATA, ça vient se greffer sur la carte mère via un port M2. Donc voilà. Donc c'est des configurations aux alentours des 700 € environ, et là vous allez avoir pareil une évolutivité qui pourra se faire dans le temps. Attention par contre, c'est la taille du boîtier que vous allez choisir. Si vous partez sur un boîtier moyen, mais que vous vous retrouvez d'ici, je sais pas, 1 an à acheter une carte graphique beaucoup plus performante, il faudra faire évoluer son matériel en conséquence. En fait, la configuration que je vais vous donner là, je vais vous la mettre avec une alimentation de... je sais pas exactement encore, parce qu'à l'heure actuelle, là où je vous raconte ça, je l'ai pas encore faite. Mais je pense qu'on va partir sur une alimentation de 600 watts environ, en certification Gold minimum, parce que si vous comptez jouer, il vous faut quand même un peu de fiabilité. 600 watts, ça permet de monter en gamme assez facilement en termes de processeur et en termes de carte graphique. Par contre, ce sera sûrement pas suffisant pour mettre les composants les plus véloces. Donc faudra sûrement changer ça dans le futur si vous souhaitez mettre des équipements très puissants en fait. Et dernièrement, on va retrouver des configurations au-delà des 1000 €, donc là vous allez retrouver de l'équipement relativement haut de gamme, donc avec un processeur à minimum de 6 cœurs voire 8, avec une carte graphique qui sera largement suffisante pour jouer en 4K, 16 à 32 Go de RAM en DDR5, un ou plusieurs SSD ou un SSD plus un HDD, même si bon maintenant je conseillerais de mettre que du SSD dans sa machine, et quelques petites options si vous voulez du Wi-Fi ou autre, donc on va se retrouver au-delà des 1000 €. En sachant que là pour le coup je ne parle que de tours, je parle pas d'écran, je parle pas de clavier souris, je parle pas d'enceinte si vous voulez, je parle pas de carte son si vous voulez, ni de périphérique externe type micro webcam. Donc voilà, donc c'est vraiment le PC pur, juste vous le recevez, vous avez le câble d'alimentation et c'est tout. Après c'est à vous d'acheter les différents composants qui vont autour. Donc dans un PC à 1000 €, l'avantage c'est que à 1000 € ou plus, c'est que vous allez avoir une configuration qui va tenir facilement dans les 3-4 ans à venir pour du jeu. Alors certes, vous allez voir que d'année en année, les jeux, faudra baisser les options graphiques. C'est pareil si vous faites par exemple de la modélisation 3D ou du montage vidéo. Si par exemple dans 2 ans la norme c'est le montage vidéo en 8K, ça sera peut-être plus suffisant pour faire du 8K. Il faudra peut-être rester cantonné qu'au 4K, voire même 1080p selon le contenu que vous faites. Si vous faites du vlog ou autre, ça sera forcément du 4K que vous allez faire. Par contre, si vous faites du contenu un peu comme moi actuellement, du 1080p c'est largement suffisant. Donc du coup voilà. Après, faut pas non plus aussi avoir peur de se dire bon, mon PC, certes j'ai mis 1000 € dedans, mais bon, ça m'embête de le changer. Non, il faut plus le voir comme une base que vous allez garder pendant pas mal d'années. Par exemple, un de mes PC que j'ai autour de moi là, c'est un PC qui a plus de 10 ans, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure du temps.
Je lui ai mis des équipements, par exemple tous les 2-3 ans, j'ai rajouté un petit truc, mais pas trop cher. Ça me permettait de lisser les coûts en fonction de mes activités aussi et de mon budget, et par rapport à l'argent que je pouvais en tirer de mes activités sur internet. Donc il y a aussi un côté pour moi, pour ma part, d'un retour sur investissement qui fait que j'ai pu améliorer mes équipements. Donc voilà, donc faut pas avoir peur forcément du prix d'un PC, faut juste vraiment acheter ce qui, à mon sens, est utile pour vous. Si vous pouvez très bien vous laisser l'éventualité de, par exemple, vous faites pas du tout de jeu, vous faites que de la bureautique, mais vous vous dites ouais, mais jouer à des petits jeux de temps en temps, ça pourrait être sympa. Ou alors j'ai un enfant qui grandit à la maison, bon, j'aimerais bien qu'il puisse jouer à des petits jeux. Ok, à ce moment-là, on peut privilégier de prendre un PC un peu plus puissant et de faire les choses correctement. Faut vraiment se poser la question, quels usages, pour qui, combien on sera à l'utiliser, est-ce qu'on peut pas récupérer un vieux PC, ce genre de choses-là, il y a plein de choses à discuter. Vous pouvez aussi également partir d'un PC, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 500€, mais avec des équipements entre guillemets relativement bien réfléchis au départ, qui vous permettront d'ici plusieurs années, 2-3 ans peut-être, de l'améliorer avec des équipements plus haut de gamme ou plus puissants. C'est ce que je compte faire moi par exemple dans mon PC fixe. Dans mon PC fixe actuel, et j'aimerais bien changer le processeur par un plus puissant. Donc du coup, je sais quel modèle je veux, je sais comment le faire évoluer, je sais là où je dois m'arrêter pour pas prendre au-dessus parce que ça marchera pas. Donc nous en Europe, les deux concurrents qu'on retrouve, c'est Intel et AMD pour les processeurs. Donc chez Intel par exemple, on va retrouver les i3 et les i5. En i3, on va avoir le 12100F qui à l'heure où je vous parle est à 103€ sur Top Achat. Donc c'est un 4 cœurs cadencé à 3,3 GHz avec son ventilateur inclus. Donc il n'y a même pas de ventilateur à acheter supplémentaire. Vous allez retrouver en un peu plus puissant le 13100F, qui est juste la version un peu rafraîchie, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans la dernière gamme, qui est cadencé à 3,4 GHz, qui reste un 4 cœurs, et pareil aussi, le ventilateur est inclus. Après, vous allez passer sur les i5. Alors les i5, il y a, à mon sens, un petit truc à regarder, c'est que les i5 de 13e génération sont beaucoup plus intéressants que les i5 de 12e génération. Les i5 de 12e génération, ça sera des 6 cœurs cadencés à une certaine vitesse. Alors tous les processeurs sont capables de booster un petit peu leur fréquence, donc faut regarder jusqu'à quelle fréquence il peut booster. Mais ce qui est intéressant pour moi sur la gamme des 13, donc des 13000, c'est qu'ils ont la notion de cœur efficient. Les cœurs efficients, c'est des cœurs qui vont s'activer uniquement pour certaines choses à faire. Alors là, par exemple, en termes de i5, devant moi, là, j'ai le 13400F, que je vais vous afficher aussi à l'écran, bien sûr, qui est à 234,99€. Et là, on rentre déjà dans du processeur moyen de gamme, vous voyez. Donc, à mon sens, pour de la bureautique, il faut vraiment pas dépasser ça. Chez AMD, ensuite, on va retrouver donc, tout ce qui est la gamme Ryzen 5, en fait. Donc, Ryzen 5 en AM5. AM5, c'est le dernier socket de chez AMD, donc le socket, c'est l'emplacement du processeur, c'est-à-dire qu'en gros, si vous retournez un processeur, il aura par exemple chez AMD des espèces de petits picots, des petites connexions qui ne rentreront pas dans un socket AM4, voilà. Donc faut penser, si vous voulez penser sur le long terme, chez AMD, il faut prendre du AM5. Donc le premier prix d'AM5 que j'ai devant les yeux, c'est un Ryzen 5 7500F, avec le ventilateur qui est inclus, c'est un 6 cœurs et il est à 197,39€. Voilà. Après, vous pouvez prendre du socket AM4, mais je trouve ça un peu dommage. Parce que le AM4 est terminé. Typiquement, mon ordinateur, j'ai un socket AM4. Je peux pas aller plus loin qu'une certaine gamme de Ryzen, qui est le Ryzen 5000 et des brouettes. Je l'ai pas en tête. Donc, si vous voulez partir sur de l'évolutivité, voilà, c'est un Ryzen 5 qu'il vous faut. Le problème du socket AM5, c'est qu'il est relativement récent. Donc du coup, les coûts qui sont liés à cette plateforme-là sont encore relativement élevés. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut aussi réfléchir en termes d'avenir. C'est-à-dire que si vous achetez un PC maintenant, c'est pas pour changer de composant d'ici 2-3 ans potentiellement. Donc il vaut peut-être mettre un peu plus d'argent directement pour avoir quelque chose de performant et d'évolutif dans l'avenir que plutôt quelque chose que vous allez acheter maintenant et qui sera pas évolutif du tout. Je vous ferai quand même un parallèle juste après pour vous parler du socket AM4 chez AMD par exemple, qui permet d'avoir des configurations relativement intéressantes à des coûts divisés par deux en fait, littéralement. Parce que comme il n'y a plus d'évolution possible sur cette gamme-là, du coup forcément tout est bradé. Mais ça peut être intéressant par contre pour un ordinateur qui fera que de la bureautique, de rester sur une gamme un peu antérieure de composants.
Donc là on va rentrer dans la catégorie des processeurs dits moyens et haut de gamme. Alors à mon sens le moyen de gamme n'existe plus vraiment, on va vraiment parler de moyen de gamme mais vraiment c'est qu'une gamme de prix, parce que niveau performance maintenant on est vraiment sur quelque chose de très solide. On va retrouver un nombre de cœurs assez conséquent, une fréquence assez conséquente, donc du coup et ça quelle que soit la marque. Donc on va retrouver les deux marques principales, Intel et AMD encore une fois, sur le marché. Donc Intel privilégie encore une fois la gamme des 13000, donc pas la gamme des 12000. Ça va permettre d'avoir une architecture qui est déjà beaucoup plus récente, avec une évolutivité bien supérieure, mais bon, forcément ça coûte un petit peu plus cher. Donc à mon sens, les bons choix en fait dans ces gammes de prix là, ça va être tout ce qui va être i5 13600KF, donc c'est un entre guillemets 14 cœurs, alors c'est pas réellement un 14 cœurs, parce qu'il y a des cœurs efficients et des cœurs de performance. Donc ça c'est pour Intel, donc celui-là vous allez le retrouver aux alentours des 350 €. Chez AMD on va commencer à rentrer dans la gamme des Ryzen 7 7700, donc à 375 €, où là c'est un 8 cœurs vendu bien sûr avec son ventilateur. Alors la différence aussi c'est qu'avec Intel les ventilateurs sont pas forcément fournis, alors que chez AMD ils sont relativement fournis. Ça va dépendre des processeurs que vous allez trouver, mais globalement il y a plus de chances d'avoir un ventilateur inclus chez AMD que chez Intel, sur ces gammes de prix là. Donc voilà, vous allez retrouver ces processeurs là. Vous allez aussi dans la gamme un peu au-dessus, donc lui il est tout récent pour le coup, c'est le i5 14600KF, donc juste une espèce de rafraîchissement de celui dont je vous ai mentionné juste avant. Et puis ensuite, ainsi après ça augmente, je veux dire, chez AMD, un qui est très bien actuellement, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Donc c'est un processeur, alors il est super pour jouer, il est super pour faire du montage vidéo, il est vraiment bon en tout point, mais vous allez le retrouver à 440 €, quoi. Donc les prix augmentent assez vite. Chez Intel, vous allez retrouver le 13700KF, donc 460 €, qui est pareil, excellent aussi. Et ensuite vous allez rentrer vraiment dans le haut du panier, donc on va commencer à aller dans les Ryzen 9. Donc Ryzen 9 de chez AMD qui est un 12 cœurs qui est à 469 €. Chez Intel vous avez le en très haut de gamme, vous avez le i9, alors 12900K qui est un petit peu ancien, mais pas très ancien non plus, mais qui est à 516 €. Le Ryzen 9 7900X qui est à 507 €. Et encore après, on peut encore aller chercher au-dessus, il y a le Ryzen 9 7900X 3D à 592 €. Le Ryzen 9 7950X à 657 €, le i9 13900KF à 657 €, et ainsi de suite, voilà. Et là on va rentrer dans le très haut de gamme actuel, donc le Ryzen 9 7950X 3D, un 16 cœurs, 144 Mb de cache, 4,2 GHz en minimum. Celui-ci vous allez le retrouver à 742,59 €, et chez Intel vous avez le Core i9 13900KS, donc à 3,2 GHz, mais attention, c'est vraiment une fréquence de base, elle peut booster très haut, je crois de mémoire c'est jusqu'à 5 GHz. Donc lui c'est un 24 cœurs avec un cache à 36 mégas, et lui il a 899 €. Donc, et vous avez aussi son entre guillemets petit frère, le i9 14900K qui est à 769 €. Donc voilà, on a une gamme de prix dans les processeurs qui est relativement variable, donc comme j'ai dit tout à l'heure, aux alentours des 300 jusqu'aux alentours des 800 voire 900. Mais bon voilà, après tout dépend de ce que vous voulez en faire. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'option de prendre des processeurs qui sont sur plateforme AM4, donc plus anciennes, qui n'auront pas d'évolution possible, mais avec une partie graphique assez intéressante. Et je pense notamment au Ryzen 5 5600G par exemple, qui reste un excellent processeur 6 cœurs avec une carte graphique dédiée à l'intérieur. Le désavantage, c'est que ces processeurs-là chauffent un petit peu plus. Par contre, ils vous permettent de complètement faire l'impasse sur une carte graphique et vous permettre de jouer à des jeux récents entre guillemets, alors clairement pas à fond en termes de graphisme, mais parfois quand même dans des conditions relativement surprenantes de fluidité. Donc celui-ci en l'occurrence vous allez le trouver aux alentours des 164 €, donc ce qui est franchement super abordable pour un processeur qui fait 2 en 1. Et si vous décidez, mais alors là ça commence à plus trop valoir le coup, à prendre des versions antérieures, vous avez le Ryzen 5 4600G. Bon, il vaut mieux privilégier quand même mettre quelques euros supplémentaires et avoir le dernier en date de cette plateforme là, parce que c'est vraiment là où vous allez avoir les dernières évolutions et quelque chose pas trop à la ramasse, on va dire. Il n'y a pas encore de processeur avec puce graphique intégrée chez AMD sorti récemment, je pense qu'ils vont le faire bientôt.
parce que c'est quand même une option qui est super intéressante si vous voulez pas investir dans une carte graphique. Si par exemple vous voulez faire un ordinateur à un de vos enfants qui est relativement jeune et du coup qui joue à des jeux légers, par exemple je pense à Rocket League ou ce genre de choses, vous pouvez très bien prendre qu'un processeur ayant une partie graphique et puis forcément se poser la question d'acheter un composant super onéreux par la suite. Vous avez même le plus performant de la gamme, ça reste un Ryzen 7 5700G qui coûte 211€ et qui pour le coup lui est excellent aussi. Je veux dire, une fois que vous avez ça, donc c'est un 8 cœurs en plus, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire l'impasse relativement sur une carte graphique pendant quelques temps. Maintenant concernant les cartes graphiques, là pour le coup, comme je vous l'ai dit juste avant, le besoin il n'est pas forcément net, c'est-à-dire que selon le type de processeur que vous allez prendre, vous n'êtes pas obligé d'acheter une carte graphique en fait. La majorité des processeurs sur le marché gèrent très bien de l'affichage sans carte graphique. Il y a pas mal de PC de bureau qui sont montés avec des processeurs assez simples et qui pour le coup ont une partie graphique dédiée sur le processeur. Mais si vous voulez faire du contenu, donc du contenu multimédia, ou si vous voulez faire de la lecture de films en 4K par exemple, si vous voulez faire du jeu vidéo, là pour le coup, mis à part ces quelques processeurs que je vous ai mentionnés avant, il faudra peut-être investir dans une carte graphique. Donc on va se pencher un peu dessus. Donc les dernières en date chez Nvidia, c'est tout ce qui est RTX 4000, et les dernières en date chez AMD, c'est tout ce qui est RX 7000. Donc ça peut coûter très vite cher. Par exemple, si vous voulez une carte milieu de gamme, on va déjà être dans les 500-600€ en fait. Là par exemple devant moi, j'ai un modèle de 4060 qui est un milieu de gamme qui est déjà à 338€. Si je veux la gamme supérieure qui est plus puissante, mais quand je dis plus puissante, c'est vraiment plus puissante, vous avez la RTX 4070, mais elle est déjà à 639€. Chez AMD, c'est pareil, vous allez retrouver des RX 6750 aux alentours des 400€, 6600 autour des 225€. Et le problème des cartes graphiques, c'est que si vous voulez jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions, donc c'est-à-dire en 4K, ou un peu moins, peut-être en 1440p, que vous voulez jouer avec des détails à fond ou presque à fond, c'est un élément de l'ordinateur qui va commencer à coûter cher, qui coûte cher et en plus qui consomme. Donc du coup, il y a aussi tout un aspect coût énergétique de l'ordinateur à prendre en compte. Donc les cartes graphiques, c'est vraiment spécifique. Je vous laisse je vous laisse vous-même vous faire votre recherche, vos choix, parce que vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes de jeux vidéo, ou de ce que vous voulez faire avec. Pour ne pas rentrer dans les détails, mais être relativement léger, si vous faites du montage vidéo, vous allez privilégier une carte avec beaucoup de VRAM, donc de mémoire vidéo intégrée. Si vous faites du jeu vidéo, vous allez privilégier une carte avec pas mal de VRAM et une fréquence assez élevée, mais ça peut revenir très très vite cher. Donc à voir déjà les jeux auxquels vous jouez. Si c'est des jeux type compétitif, il n'y a pas forcément besoin d'une carte très haut de gamme, on va plus se pencher sur un processeur qui est plutôt bon. Si vous faites des jeux 3D dernier cri, là pour le coup ça dépend du budget, il faudra investir dans quelque chose de solide. Encore une fois, le but c'est pas d'investir dans une carte graphique et de se dire mince, d'ici 1 an et demi elle est plus bonne, il faut que je la change. C'est ça le problème. Moi actuellement j'ai une 3060 Ti que j'ai achetée il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant. Elle fonctionne très bien, mais je sens que dans certains jeux actuels, je peux pas la pousser à fond parce que les jeux sont de plus en plus gourmands, ils sont de plus en plus beaux, et même si ma carte reste relativement bonne, force est de constater qu'elle commence à se fragiliser un peu. Donc, mais bon, je l'ai déjà payé à l'époque, j'ai eu de la chance, je l'ai payé déjà 400€ quand les prix du marché étaient déjà aux alentours des 600-700€ pour une carte comme ça, avec la pénurie qu'il y a eu il y a quelques temps. Maintenant on va parler de la RAM, qui reste un élément quand même central du PC. Si vous faites de la bureautique simple, vous n'allez pas forcément prendre une RAM haut de gamme. Vous pouvez très bien vous cantonner une RAM milieu de gamme, voire bas de gamme en fait, ça ira très bien. La seule chose à faire attention, c'est si c'est une mémoire DDR5 ou DDR4. Si vous êtes sur une plateforme AM5, donc d'AMD, il faut de la mémoire DDR5. Si vous êtes sur une plateforme 1700 d'Intel, vous pouvez mettre ou de la DDR4 ou de la DDR5. Après, dans un souci d'évolutivité, encore une fois, je vous conseille de mettre de la DDR5 parce que certes, vous allez payer ça à un certain prix actuellement, mais ça va vous permettre de tenir dans le temps et plus tard de pouvoir remplacer par une meilleure mémoire DDR5 qui sera disponible sur le marché. La DDR5, c'est un format qui est assez récent.
qui risque pas de disparaître avant 5 ou 6 ans je pense, donc vous pouvez prendre de la DDR5. Donc en DDR5 on va retrouver plusieurs types, déjà on va retrouver des barrettes de 8 Go. Donc en DDR5 par exemple là j'ai une Kingston devant les yeux en DDR5 de 8 Go à 46,99€. Alors vous n'allez pas avoir des performances super puissantes, je veux dire c'est pas le but c'est de faire de la bureautique toute simple, et par contre le but c'est d'en acheter 2, donc 46,99€ par 2, vous êtes obligé, si vous voulez profiter du dual channel vous êtes obligé. Certains processeurs prennent aussi ce qu'on appelle le quad channel, donc en gros si vous avez la possibilité de mettre 4 barrettes de RAM et que votre processeur est compatible et la carte mère aussi, vous allez avoir des performances qui vont être légèrement supérieures par rapport à du dual channel, donc c'est intéressant aussi. Après on va commencer à rentrer dans de la gamme de RAM plus ou moins performante, donc là vous allez retrouver déjà de la RAM, une barrette de RAM de 16 Go déjà, et ce qu'il faut regarder c'est le CAS à côté. Plus le CAS est bas, plus la latence de la RAM est basse, donc il faut privilégier un CAS faible. Par exemple, pour vous donner une idée, donc on va aller dans les RAM très très chères. Dans les RAM très très chères, on va retrouver du CAS 36 par exemple. On va retrouver aussi du CAS 38. Là par exemple, il y a un kit de RAM que je vois, le CAS est de 30, mais la RAM est très très chère. 30 c'est pour des usages spécifiques. Bon, tant que vous êtes aux alentours des 38 de CAS, on va dire que c'est bien pour l'usage classique. Si vous faites du jeu, vous n'avez même pas forcément besoin de prendre un CAS de 30 par exemple. Essayez de tabler sur un 36, ce genre de choses là. Donc voilà pour la RAM. Après sur la RAM, il y a aussi toute une partie cosmétique, parce que maintenant les constructeurs adorent nous mettre des LED à l'intérieur pour qu'on ait du RGB. Ça c'est en fonction des goûts que vous avez, mais sachez que ça augmente le prix aussi fondamentalement. Je veux dire, typiquement si vous voulez du RGB qui peut être synchronisé avec les autres équipements RGB de votre PC, oui forcément vous allez payer un surplus pour les LED. Ensuite, autre élément indispensable aux ordinateurs, c'est la carte mère. Donc là les cartes mères, vous en avez une quantité phénoménale avec des fonctions différentes, un nombre de ports différents, une taille différente. Donc ça c'est vraiment en fonction de vos besoins aussi également. Si vous voulez un petit PC bureautique, vous n'allez pas forcément tabler sur une grande carte mère, vous allez tabler sur une plus petite. Alors en format de carte mère, vous avez mini ATX, micro ATX, EATX, ATX. Donc en sachant que la catégorie la plus standard c'est de l'ATX, mais après vous avez plus grand, donc le ATX, et après plus petit, micro ATX, mini ATX, ITX. C'est vraiment des cartes mères pour le coup qui rentrent dans des boîtiers très compacts, qui permettent de faire une configuration toute petite et de la laisser dans un coin. Mais globalement on va se retrouver majoritairement avec de la carte mère ATX, c'est là où il y en a le plus de toute manière, et il y a plein d'options différentes, donc déjà le nombre de slots de RAM que vous pouvez avoir, le nombre de ports de ports PCI que vous allez avoir sur la carte, le nombre de ports pour mettre des disques durs ou des SSD dessus, est-ce que la carte fait du Wi-Fi, il y a beaucoup d'options différentes, donc en termes de marque, vous pouvez privilégier de la Asus par exemple, Asus ça reste très bien en carte mère. Et après il y a tous les prix, dans les prix par exemple en AM5 du coup, donc AMD, si je vais du moins cher au plus cher, on va retrouver chez Asus par exemple une Asus Prime en mini ATX à 112€ par exemple. En ATX on va la retrouver aux alentours des... je clique... aux alentours des 187€. Et à 187€ par exemple, vous avez sur la carte mère que je regarde, vous avez un port DisplayPort, un port HDMI, 4 ports USB, dont 2 ports USB 2, 2 ports USB 3.1 je crois, et 3.2, un port USB-C, un port Ethernet, et tout ce qui concerne le son. Donc vous allez retrouver des connectiques comme ça. Sur la carte en elle-même, vous allez retrouver 4 emplacements de RAM, forcément, 2 emplacements d'SSD, qui sont à même la carte, un slot PCI Express pour une carte graphique et un deuxième en dessous mais qui sera pas en 16 mais qui sera en 8 uniquement pour mettre n'importe quoi d'autre, et des choses comme ça. Donc c'est des cartes qui sont basiques, assez fournies, c'est largement suffisant pour le commun des mortels, il n'y a pas forcément besoin de plus. Après vous allez avoir bien sûr des gammes gaming, donc avec des LED, par exemple vous avez chez Asus encore une fois tout ce qui est la gamme des ROG, donc la ROG Strix par exemple, B650, où là vous avez beaucoup plus de connectiques, du Wi-Fi, plus de ports,
des choses plus grosses. Donc par exemple en termes de port, vous avez comme ce que je vous ai dit auparavant, sauf qu'il y a deux ports USB-C supplémentaires, il y a des plots pour mettre du Wi-Fi, il y a un meilleur port Ethernet qui est plus rapide, ce genre de choses là. Donc, et puis forcément les LED qui vont avec. Donc en termes de carte mère, voilà, donc il y a du choix. Essayez de prendre celle qui conviendrait le mieux à vos options. Est-ce que vous avez besoin de RGB dessus, donc de LED dessus, réfléchissez-y. Est-ce que vous avez besoin de Wi-Fi, parce que ça peut être important. Combien de stockage vous voulez, est-ce que vous comptez en rajouter par la suite? Est-ce que vous voulez une carte relativement petite ou une carte standard? Est-ce que vous voulez faire de l'overclocking? J'en ai pas parlé de l'overclocking, mais il y a des cartes mères qui permettent un meilleur overclocking du processeur. Donc l'overclocking c'est quoi? C'est accélérer la fréquence de votre processeur, le rendre plus performant. Et par contre ça implique de changer le refroidissement du processeur, ça implique de faire des bidouilles dans le BIOS. Le BIOS c'est le sous-système de la carte mère, et donc du coup ça demande de ne plus être néophyte, déjà de vouloir s'intéresser de manière un peu plus poussée à l'informatique. Les derniers points importants pour moi, c'est l'alimentation des PC fixes, encore une fois. Il faut privilégier certaines marques à mon sens. Alors c'est pas forcément que je fais un embargo sur les autres, mais à mon sens la meilleure des marques d'alimentation c'est Seasonic. C'est pas super cher, c'est super fiable dans le temps, ça dure des années et des années. En fait l'alimentation, ce qui est cool avec une alimentation, c'est qu'une fois que vous en avez acheté une bien, vous n'êtes pas obligé de la changer tout court en fait, vous pouvez la garder plus de 10 ans. Par exemple chez Seasonic, une très bien, c'est 145€, 650 watts, certifié 80+ Platinum, et là vous êtes sûr que l'alimentation elle va être robuste dans le temps. Après voilà, faut calculer le wattage d'un PC. Alors il y a un site très bien qui vous permet de le faire, je vais vous l'afficher à l'écran là en même temps que je vous parle, qui vous permet du coup de calculer le wattage des composants que vous choisissez. Alors c'est une moyenne de wattage, certes, puisqu'en réalité un PC quand il ne fait rien, il ne consomme rien. Ça faut le savoir, hein. C'est pas parce que vous avez une alimentation de 600 watts que l'ordinateur consommera 600 watts constamment. Non. Si vous avez une alimentation de 600 watts et que vous ne faites rien dessus, il va consommer environ, je sais pas, entre 80 et 100 watts, peut-être même moins, ça dépend de vos composants. Par contre, si vous faites du jeu et que vous avez des composants assez performants, ça va forcément consommer presque 600 watts, voire parfois plus que 600 watts. C'est pour ça qu'il y a des certifications 80+, bronze, gold, platinum, argent, ce que vous voulez. C'est parce qu'en fait, c'est une certification qui est faite pour les surtensions. En fait, quand vous jouez, votre carte graphique, elle fait des crêtes en alimentation, c'est-à-dire qu'elle va faire plein de pointes. Et ces pointes-là vont venir mettre à rude épreuve votre alimentation, en fait. Donc, mieux elle sera, de meilleure qualité elle sera, plus l'ordinateur il sera safe, en fait. Il subira pas de surtension, il subira pas de problèmes particuliers et en fait, une mauvaise alimentation peut vous brûler des composants, littéralement. C'est pour ça que les PC du commerce, en général, qui sont déjà préfabriqués, on va les éviter, parce qu'ils mettent des alimentations qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir une mauvaise surprise pendant un jeu, par exemple, pendant une session de jeu. Donc voilà, en termes de composants, on a fait le tour. Alors bien sûr, on n'a pas regardé les SSD ensemble, mais les SSD, bon, voilà. Vous en choisissez un de marque, vous en choisissez un qui est pas forcément trop cher, vous essayez de savoir à peu près la place dont vous avez besoin, donc pour ça c'est simple, hein. Si vous avez déjà un ordinateur chez vous, vous regardez ce qui vous reste comme place sur vos disques durs, ça vous donnera à peu près l'usage de vos ordinateurs. Si vous faites du jeu, il faudra peut-être en prendre plusieurs pour avoir un disque dédié à l'installation des jeux et un disque dédié à l'installation du système. Voilà, si vous voulez de la performance, il faut se tourner vers les SSD NVMe. Alors c'est très bien d'en avoir un uniquement pour avoir Windows dessus. Comme ça vous permet de le faire charger très vite. Ensuite, les autres disques ou SSD, c'est comme vous voulez. Soit vous prenez moins cher mais un disque dur physique, donc mécanique, qui pour le coup sera moins véloce mais qui vous permettra de faire du stockage de photos par exemple, ce genre de choses là. Soit vous prenez un SSD tout simple en SATA, donc un truc assez basique, dans les 50€, vous avez du 1TB, et là ça vous permettra du coup de stocker des programmes, des petites choses dont vous vous servez régulièrement. Le stockage c'est vraiment plus ce qui coûte très cher sur le PC, et maintenant la majorité des grandes marques connues, que ce soit SanDisk, Samsung, Crucial, ce genre de choses là, ça se vaut relativement. Après c'est vraiment chipoté sur 2-3 paramètres qui vont faire celui-là il est plus performant que celui-là, mais en réalité bon, à l'usage vous sentirez pas forcément trop la différence entre deux SSD, dont un qui est un tout petit peu plus puissant mais vraiment de peu. Ça vaut pas forcément le coup.
On va passer maintenant au chapitre des PC portables. Je ferai une parenthèse sur Apple juste après, mais pour l'instant on va vraiment parler des PC sur Windows. Le PC portable, par rapport au PC fixe, il est à réfléchir d'une manière différente. C'est-à-dire que comme ce sera relativement peu évolutif, il faut vraiment se dire en amont, avant l'achat de ce PC, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Est-ce qu'on souhaite l'utiliser que chez soi le soir ? Est-ce qu'on souhaite l'utiliser en déplacement ? Est-ce qu'on souhaite l'amener en vacances ? Est-ce qu'on souhaite devenir mobile ? Donc je pense par exemple à tous ceux qui deviennent digital nomades. Digital nomade, c'est un format de vie professionnelle dans lequel on peut travailler à distance, mais depuis n'importe où sur le globe. Ça se fait de plus en plus, surtout dans le milieu audiovisuel. Donc il faut réfléchir à tout ça. Donc quels besoins on a ? Est-ce qu'on fait juste du traitement de texte, ou est-ce qu'on fait du montage 3D, ou est-ce qu'on joue aux jeux vidéo dessus ? Ou est-ce qu'on fait de la 3D dessus ? Ou est-ce qu'on fait de la musique dessus ? Est-ce qu'on veut une longue batterie ? Est-ce qu'on veut du coup un poids contenu, une taille d'écran contenu ? C'est plein de paramètres le PC portable, et c'est très embêtant à l'achat parce qu'on se dit ok c'est génial, ça coche plein de cases. Malheureusement on a omis un détail et ça le rend obsolète d'ici 2 ans, selon vos usages. Donc on va retrouver les mêmes composants qu'un PC classique, c'est-à-dire que ça va être les mêmes types de processeurs, donc Intel et AMD. La seule différence près, c'est que ça va être des processeurs dits mobiles, donc ils seront un petit peu moins performants pour l'efficience thermique. Donc il faut vraiment éviter que le PC chauffe trop. Vous allez retrouver la même quantité de RAM en général, mais avec quand même des limites. On ne peut pas mettre autant de RAM qu'on veut dans un PC portable par rapport à un PC fixe. Et vous allez retrouver pareil du SSD. Donc encore une fois, si vous êtes plutôt axé bureautique et de chez vous, vous allez essayer de tabler sur un ordinateur portable confortable. Donc vous allez tabler sur du 15 ou 17 pouces, avec un grand clavier, un pavé numérique pour avoir les chiffres, et une configuration relativement correcte. Là j'en ai un devant les yeux, alors c'est un Acer, je sais pas forcément ce qu'il vaut. Il coûte 601€. Il est bien configuré, relativement bien. Pour du traitement de texte ou du web, ce sera nickel. Ensuite, vous avez des PC... vous orientez pas forcément vers des PC bas de gamme en PC portable, vous allez vous casser les dents. Si vous prenez un ordinateur, là par exemple j'en ai un devant moi, il coûte 469€, il a un Core i3. Le Core i3 ça peut être utile, dans le sens où si vraiment vous faites vraiment pas grand chose sur votre ordi, c'est bien, mais il faut savoir que le Core i3 c'est quand même assez limité dans les usages. Donc essayez de privilégier quand même un Core i5, ce sera plus flexible pour vous dans les usages, ce sera plus fluide que plutôt un Core i3. Ok. Après, si vous êtes vraiment limité par le budget et que du coup vous partez en connaissance de cause, que le i3 il sera forcément moins véloce, donc ce sera moins simple de le garder pendant longtemps. Après, voilà, donc tout ça, ça va faire varier les prix sur un PC, donc la taille de l'écran, le type d'écran, la fréquence de l'écran, le type de processeur, est-ce qu'il y a une carte graphique, est-ce qu'il n'y en a pas, la quantité de RAM, la quantité de SSD. Donc voilà, donc si vous voulez par contre du PC portable fait pour bosser avec un poids contenu, il faut essayer de tabler dans des PC qui font moins d'1,5 kg ou moins d'1 kg. Donc là, vous allez retrouver des configurations du 14 pouces en général, du 13 ou du 14 pouces. Là, j'en ai un qui est pas trop mal devant les yeux, qui fait 14 pouces, qui a un Ryzen 5, 16 Go de RAM, 512 Go d'SSD à 686€, par exemple. Encore une fois, je le répète, prenez pas forcément le bas du palier en termes de prix. Si vous faites ça, et surtout en tant qu'étudiant, vous allez vous casser les dents. Alors étudiant, ça dépend en quoi, mais je pense à tous nos amis étudiants en informatique, dans lequel par exemple, si vous faites un BTS SEO, il faut un ordinateur portable pour faire vos cours, pour travailler en classe. Si vous avez un ordinateur qui aura des pâquerettes, la majorité des TP qu'on va vous demander, donc ça concernera de la virtualisation, ce genre de choses là, ça va pas passer, ça va être très compliqué à gérer. Donc voilà, le problème voilà, c'est que c'est un milieu qui peut coûter très cher et très vite quoi. Donc et je parle même pas des PC portables gaming pour le coup, donc juste pour finir sur les PC portables de moins d'1 kg, on va retrouver les PC portables format tablette. Donc ça je vais en parler juste après quand je parlerai des tablettes. C'est vraiment un autre monde, ça peut être intéressant aussi, mais par contre c'est relativement dissuasif en termes de prix. Et en termes de performance, il faut pas forcément s'attendre à des miracles. Donc en termes de PC maintenant, en gaming par exemple, on va se retrouver sur des prix avoisinant les 1000€ au minimum, donc avec certains bas de gamme, on va dire entre guillemets dans les 700, 800, 900,
ils seront clairement pas suffisants pour jouer ceux-là. Donc tout ce qui est PC gamer mais pas cher, vous attendez pas une foudre de guerre, hein, ça sera très compliqué. Et même à 1000 € ce sera relativement compliqué. Le seul là pour l'instant valable que j'ai devant les yeux, il est à 1315 € à l'heure actuelle, c'est un MSI Cyborg 15. Et en plus c'est un 15 pouces. Donc c'est pas forcément bien pour tous les types de jeux. Je serais plus d'avis, alors hormis si vous êtes très mobile et que vous avez besoin d'une mobilité extrême et que malheureusement vous êtes joueur, il faudra forcément mettre plus cher. Là par exemple pour 1268 €, j'ai un MSI Katana, il a un i5, une RTX 4060, bon ça peut être intéressant mais encore une fois avec une 4060 on peut pas mettre les jeux à fond, vous attendez pas à des performances dignes d'un PC fixe quoi. Donc si vraiment vous voulez un PC portable qui fait très très bien tourner les jeux, il faut compter entre 1500 et plus en fait, 1500 et plus pour avoir une configuration vraiment pas mal. Une 4060, une RTX 4060 ça peut largement faire l'affaire pour des jeux compétitifs. Par contre si vous faites du AAA, ça va être compliqué. Donc du coup il faut voilà. C'est ça le problème du PC portable, c'est que vous allez forcément payer très cher quelque chose parce que y a tout qui est intégré, le clavier, l'écran, la webcam, le micro, le tout dans un châssis avec une batterie. Et justement en parlant de batterie, on peut mentionner les MacBook. Alors, Apple on aime ou on n'aime pas, toujours est-il que ça reste très bien, surtout pour des néophytes ou des gens qui veulent pas forcément se prendre la tête tous les jours. C'est des bons PC sur lesquels on peut faire la majorité des choses maintenant, hein, y compris jouer, ça marche aussi. Il y a de plus en plus de développeurs qui sortent leurs jeux sur Apple. Donc le souci c'est le prix, c'est ce qui bloque les gens le plus, c'est malheureusement les prix. Par exemple, si je vais chez Apple là tout de suite, par exemple, moi ce que je vous conseille, si vous voulez de l'ultra mobilité, il y a les MacBook Air et prenez-le en M2. Par contre vous allez déjà d'emblée être dans les 1220 €. Et il y a une légère nuance, chez Apple il faut le savoir, en fait j'en ai acheté un il y a quelques temps, et je m'en suis rendu compte au moment où j'allais l'acheter, c'est que si vous prenez pas une certaine configuration, vous n'allez pas avoir la même puissance, même si c'est écrit M2, il y a deux M2 différents. Il y a un M2 qui est moins performant et un M2 qui est un tout petit peu plus performant. Et malheureusement, si vous voulez un M2 un peu plus performant, il va falloir chercher dans le descriptif des produits que vous allez acheter. Par exemple, en l'occurrence, si on parle des MacBook Air 13 pouces, donc les plus petits entre guillemets, il faut prendre le SSD de 512 Go pour avoir le meilleur M2. Si vous prenez le SSD que de 256 Go, le M2 il sera moins puissant. Par contre, à l'usage et pour en utiliser un de temps en temps, c'est très puissant, c'est très fluide, ça fait tout ce qu'on lui demande, ça peut jouer, ça peut faire du montage vidéo, ça lit des contenus 4K sans problème, c'est simple d'utilisation, c'est nickel, juste le prix. C'est très bien si vous faites de la bureautique, c'est très bien si vous faites du développement tout court, parce qu'on peut très très bien développer sur Apple. Si vous faites de la 3D, c'est pareil, c'est compatible avec tout l'écosystème Apple, donc avec les iPhones, les iPads et tout ce qui va avec. Donc c'est pas à négliger, le questionnement du MacBook n'est pas à négliger, surtout si vous en avez marre de Windows ou si vous êtes un peu réfractaire à vouloir mettre un peu parfois les mains dans le cambouis quand ça marche pas. L'avantage de Apple c'est que globalement ça bloque pas trop. Donc puis en plus physiquement ils sont plutôt jolis. Donc c'est certes un peu plus cher, par exemple là un 15 pouces M2, donc un peu plus gros, qui est sorti cette année, avec 8 Go de RAM uniquement avec 256 Go d'SSD, c'est déjà 1503 €. C'est super cher. En 13 pouces, vous allez être aux alentours des 1200, 1300 €, ça dépend. Prenez pas de M1, enfin vous pouvez, mais prenez pas forcément de M1. Les M2, ils sont vraiment bien plus performants, même si le M1, vous allez pouvoir en trouver aux alentours des 939 €. Je vous conseille quand même de partir sur un M2. C'est plus safe, donc voilà. Et après, on peut aussi parler de la catégorie des MacBook Pro. Mais par contre, les Pro, on est déjà sur des prix avoisinant les 1800 € déjà directement. Donc en configuration de base. Par contre, ça reste de très bonnes machines qui ont, pour le coup, ça c'est valable pour tous les ordinateurs de chez Apple, ils ont une batterie qui est très très endurante. Par contre, tout coûte cher, forcément. Donc, mais c'est pas à négliger, si vous voulez un ordinateur avec lequel vous vous prenez pas la tête, vous pouvez très bien prendre un MacBook. On va faire aussi un léger parallèle sur les PC chinois, donc en l'occurrence une marque. Donc la marque c'est Chewy.
Chewy, c'est une marque asiatique qui existe depuis pas mal d'années maintenant. J'ai possédé un truc, une espèce de tablette de chez eux et ça marche très très bien, c'est très bien. Et en l'occurrence, là récemment, ils ont sorti des PC portables qui sont relativement véloces et qui coûtent pas forcément cher, qui sont bien construits, qui sont bien ventilés, qui sont plutôt beaux, avec des composants de qualité. Le seul bémol des ordinateurs chinois, c'est qu'on doit les acheter sur des plateformes type AliExpress, que du coup il y a un délai de livraison qui peut être assez élevé. Il peut y avoir des taxes à la douane, concrètement tout matériel électronique acheté hors zone euro est potentiellement taxé à l'arrivée. Alors parfois ils arrivent un peu à bypasser ces choses-là en masquant, en maquillant un peu le paquet que vous recevez, mais globalement les douanes se trompent pas, donc ça m'est déjà arrivé de commander du matériel, des tablettes en l'occurrence, sur des sites chinois et de me retrouver avec le livreur de chez par exemple DHL qui m'appelle en me disant qu'il est devant chez moi mais qu'il faut aussi que je prenne ma carte bleue parce qu'il y a un pourcentage de taxes sur les appareils électroniques. C'est la loi européenne qui est comme ça, donc voilà, c'est aussi à réfléchir. J'ai plus le montant en tête de la taxe, mais vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver ça rapidement. En tout cas voilà, mais ça peut être une option intéressante si vous n'êtes pas forcément dans l'urgence d'acheter un ordinateur. Si vous voulez réfléchir à toutes les possibilités, sachez que Chewy, pour le coup, donc CHUWI, font des PC portables qui sont vraiment bien construits, intéressants, de bonne qualité. Donc à considérer aussi, d'ailleurs je vais vous en afficher en même temps que je vous dis ça là à l'écran. On va maintenant parler des tablettes, donc tout ce qui est iPad, tablette Android, tablette Windows. Depuis quelques années, elles ont gagné en puissance de manière drastique, ce qui fait que ça les rend vraiment viables par rapport à des ordinateurs portables, voire même des ordinateurs fixes. Par exemple, j'ai un iPad à la maison, un iPad Pro, et dessus je peux absolument faire toute ma bureautique, je peux faire mes montages vidéo, je peux faire de la musique avec, l'écran est superbe, on a la possibilité de mettre un clavier et une souris, on peut brancher un écran externe, on peut brancher des clés USB, la batterie est relativement conséquente, et il en va de même aussi pour les tablettes Android qui ont subi le même genre d'évolution, donc du coup pareil, on peut y brancher clavier souris, on peut faire tout son traitement de texte dessus, on peut absolument tout faire dessus en fait. Et les tablettes Windows qui elles pour le coup sont un tout petit peu différentes dans le sens où ça reste des ordinateurs sous Windows mais en format tablette. Donc on va plus retrouver pour le coup tout ce qui est Windows Surface et des concurrents qui utilisent aussi Windows sur leur tablette. Donc chez Apple on va retrouver l'iPad mini, l'iPad tout court, l'iPad Air et l'iPad Pro, donc plusieurs modèles. Concrètement si vous prenez en soi que ce soit du mini et l'iPad traditionnel, vous allez avoir des performances qui seront vraiment suffisantes pour faire beaucoup de choses. Si vous vous orientez vers des iPad Air et des iPad Pro, à ce moment-là, vous allez vraiment avoir une puissance très très conséquente au sein de la tablette et ça va vraiment vous permettre pas mal de choses. Donc, comme je l'ai dit, montage vidéo, traitement sonore, les jeux aussi, parce que maintenant on peut aussi jouer sur les tablettes. De toute façon, je parle pas forcément des jeux mobiles qu'on a l'habitude d'avoir, mais plutôt des jeux type triple A. Ça devient vraiment une alternative superbe pour jouer et faire plein de trucs dessus. Typiquement, je sais que si demain je pars en vacances, je vais prendre que mon iPad. Donc ça me permettra de faire à peu près tout ce dont j'ai besoin. Pour parler des tablettes Android, alors le problème des tablettes Android, c'est que pour le coup, il y a beaucoup de marques différentes. Donc on va essayer de rester orienté vers les principales, donc ça va être Samsung concrètement, on va retrouver des tablettes Acer, des tablettes Huawei ou ce genre de choses là, où pour le coup on sera sûr d'avoir des composants de qualité, dans des prix relativement contenus, puisque l'avantage des tablettes Samsung, et Android de manière générale, c'est que les prix sont moins élevés que chez Apple. Donc, et puis ça fait exactement la même chose maintenant, je veux dire en termes de puissance. Alors c'est certes moins puissant que les tablettes Apple, parce qu'il n'y a pas plus puissant en termes de tablettes qu'Apple actuellement, mais concrètement vous allez pouvoir aussi faire votre traitement de texte. Ça, pareil, les batteries vont durer relativement longtemps, vous allez pouvoir visionner Netflix dessus, ça peut intéresser aussi les gens. Donc à vous après de voir, je vous mettrai quelques modèles en même temps que j'en parle là tout de suite, de tablettes qui sont relativement intéressantes pour un prix, plusieurs prix différents. Et en dernier, on a les tablettes Windows. Donc les tablettes Windows, on va majoritairement retrouver les tablettes Windows Surface. Donc là, vous avez les Surface Go et les Surface Pro. Donc en soi, elles sont à considérer vraiment comme des PC. Je veux dire, c'est vraiment des PC portables, mais avec un écran tactile et un clavier qui peut se replier sur l'écran. C'est pas mal, surtout au niveau des Surface Pro. Les Surface Go, alors les dernières en question, elles sont plutôt bien. Par contre, vous attendez pas à faire beaucoup de choses dessus. Ça reste un outil
de mobilité extrême, c'est très bien pour faire un peu de traitement de texte ou faire quelques présentations. Par contre, pour y bosser vraiment concrètement, bon, vous pouvez, mais c'est pas forcément à considérer, hein. Je veux dire, pour en avoir utilisé une pendant plus d'1 an, j'ai très vite fait le switch quand je devais faire du travail plus conséquent sur un PC portable bien plus véloce, hein, parce que au quotidien c'est suffisant pour faire un peu de web, un petit peu de traitement de texte. Par contre, si vous faites du Excel ou autre, ça va devenir très vite limité. Donc après, ça reste une option viable pour les gens qui veulent investir dans quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt léger, qui ont plutôt une bonne batterie. Voilà, donc c'est pas mal en vrai aussi cette solution-là. Après, comme j'ai pas arrêté de vous le répéter tout du long, il faut penser au futur. Donc il faut prendre une machine, faut pas prendre la moins chère du marché, sinon on va être confronté très vite à des limitations techniques. Ça sert à rien non plus de prendre la plus chère si on n'en a pas l'usage, encore une fois. Mais il faut penser à l'évolutivité. Par exemple, l'iPad que j'ai, c'est un iPad Pro M2. Certes, il a coûté super cher à l'achat, mais je sais que pendant facilement 3-4 ans, voire plus, hein, selon les usages, j'aurai pas de soucis. Alors, je vais pouvoir faire quotidiennement mes activités dessus, donc majoritairement du web, du traitement de texte, un peu de montage vidéo, et ce genre de choses-là. Je vais pouvoir le faire très correctement tout du long. Pour mon PC fixe que j'ai acheté aussi il y a quelques temps, enfin que j'ai fabriqué il y a quelques temps, c'est pareil, j'ai pensé évolutivité. Alors bon, là j'en suis à un stade où l'évolution elle commence à devenir un peu compliquée, il va falloir que je change de carte mère et de processeur pour voir un peu plus loin dans le futur. Mais typiquement, voilà. Et en termes de PC portable, c'est pareil, hein. Il faut pas non plus prendre un truc au ras des pâquerettes, parce que sinon vous allez vous retrouver limité rapidement, hein. Le but c'est pas que d'ici 2 ans, vous vous dites « Ah mince, tiens, j'aurais bien voulu utiliser tel ou tel programme sur mon PC portable », et au final vous vous retrouvez limité, ça rame, c'est pas agréable, et du coup c'est pas terrible. Donc vraiment, il faut penser sur le futur, faut vous dire « Ok, j'ai un besoin qui va potentiellement se transformer, je risque de m'intéresser à des domaines ou pas ». Si vraiment vous avez une utilisation basique de l'informatique qui est vraiment limitée à du traitement de texte et à du web, ok, vous pouvez prendre un truc déjà correct de base, mais sans forcément vous poser la grande question de devoir le changer d'ici 5 ans. Si vous êtes plutôt touche à tout et que vous voulez expérimenter des choses, là pour le coup la réflexion est différente. Ensuite, on va aussi parler des choses à éviter. Donc hormis tout ce qui est côté matériel dont je vous ai parlé, il y a en ce moment depuis quelques temps, l'émergence de services qui pourraient être intéressants. Vous vous dites tiens c'est sympa, on paye tous les mois et puis au final on s'occupe pas de la partie informatique du PC. Donc je veux évidemment parler des services d'ordinateur en cloud. Donc nous en France par exemple on a Shadow. Alors Shadow, on en pense qu'on en pense, moi c'est mon avis, j'aime pas. Dans le sens où vous allez louer une machine sur internet et cette machine ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si demain par exemple vous êtes en situation financière compliquée et que vous ne pouvez plus vous permettre de payer tous les mois votre abonnement, vous perdez tous vos fichiers dessus en fait. Donc c'est bien peut-être pour jouer, et encore j'ai aussi mon avis tranché là-dessus, je vais juste vous en parler juste après. Mais tout ce qui est machine en cloud, je suis pas forcément convaincu parce que je pense qu'à notre époque c'est encore trop juste. Malgré l'avènement de la fibre optique et tout ça, je pense pas qu'on y soit encore, je pense que c'est pas très bien. C'est très limité et ça devient très cher parce que quand on calcule par exemple un abonnement Shadow à l'année, ça coûte le prix d'un PC fixe. Donc on va atterrir dans les 800 à 1200 € par an. Bon, ça fait super cher, donc plutôt investir dans un PC à soi. Si en plus de ça on n'a plus internet, ce PC là continue de fonctionner quand même, alors que Shadow c'est basé uniquement sur internet, hein. Donc si vous n'avez pas de connexion, si vous partez en vacances ou quoi, terminé. Qui plus est, il faut une bonne connexion en plus pour avoir une bonne qualité d'image. Et pour tous nos amis joueurs, Shadow ça inclut de la latence. Alors je sais pas si ça vous parle, mais en gros la latence sur les jeux en ligne c'est quand par exemple vous cliquez pour faire une action et qu'il y a un délai. Quand cette action se réalise sur votre écran, et Shadow ça rajoute du délai, forcément. Donc si vous jouez à des jeux type compétitif, je vous déconseille d'y jouer sur une machine en cloud, donc un Shadow par exemple. Donc pensez-y, évitez ces services-là au maximum, c'est super pour l'avenir, par contre c'est vraiment pas top à l'heure actuelle. Il y a de belles promesses, mais encore une fois je confierai pas mon PC à un serveur dans le cloud en fait, j'ai pas envie. Donc c'est comme vous voulez. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pubs sur YouTube ces derniers temps et ces dernières années par rapport à des gros youtubeurs qui utilisaient Shadow. Ça a été un gros coup marketing de la part de Shadow.
Ils ont tous été payés pour parler de Shadow, et à l'usage, c'est peut-être cool pour certaines choses, par contre, dans le fond, c'est trop jeune encore. Tant qu'il y aura de la latence, tant qu'on sera sur un chiffre relativement élevé, entre guillemets pour moi, de latence, c'est niet, il n'y aura pas de Shadow. Et ensuite, on va faire un dernier volet sur les étudiants, donc les gens fauchés, quoi, concrètement c'est l'idée. Comment est-ce que vous pouvez acheter un PC ? Alors si vous êtes étudiant, déjà vous avez potentiellement la chance de profiter d'offres de remise par rapport à votre école. Je sais qu'il fut un temps, chez Apple, il y avait 12% de remise pour les étudiants. Il y avait aussi également, alors ça, faut que vous vous renseigniez avec les acteurs de votre école, donc je sais pas trop, mais les services qui s'occupent de ça, donc services informatiques ou ce genre de choses, vous pouvez potentiellement bénéficier de réductions sur des machines. Alors le truc c'est que du coup ça va restreindre votre choix à plusieurs types de machines, mais vous ce que vous allez chercher c'est quelque chose qui fonctionne pour le moins cher possible, surtout si vous êtes avec peu de moyens, si vous en plus de ça vous avez un loyer à payer et que vous devez en plus travailler. Voilà, donc il faut chercher une machine correcte, pas trop encombrante, légère, qui vous permettra de faire ce que vous devez faire dans la branche dans laquelle vous êtes étudiant. Prenez pas des trucs trop exotiques, il y a même des branches d'enseignement où un iPad suffit. Je veux dire, vous pouvez prendre un iPad Air ou même un iPad mini, c'est largement suffisant pour prendre des notes, c'est très bien. Dans le cas de figure où vous faites de l'IT, donc tout ce qui est informatique, vous allez avoir besoin d'un PC portable pour le coup. Essayez de viser, non pas un PC avec une carte graphique s'il vous plaît, mais visez plutôt un PC avec un bon processeur et un peu de RAM quand même, genre 16 ou 32 si vous arrivez à trouver 32. Parce que vous allez peut-être apprendre à faire de la virtualisation. Ça consomme des ressources, ça consomme du processeur, ça consomme de la RAM. Donc visez plutôt non pas une machine de gamer, mais vraiment une machine orientée entre guillemets professionnelle. Donc avec un bon processeur type i7 si vous pouvez, avec pas mal de RAM si vous pouvez, et vraiment, sauf si vraiment vous avez plus de moyens, un peu plus de moyens, ne prenez pas de carte graphique dédiée, sinon ce serait faire un compromis sur des composants clés comme le processeur et la RAM et le SSD. Alors qu'à côté de ça, vous auriez pu prendre un ordinateur beaucoup plus véloce pour vos études. Et en plus de ça, ça c'est juste une opinion, le fait d'avoir une carte graphique dédiée sur son ordinateur, ça va vous donner envie de jouer. Tout le monde sait que dans les cursus informatiques dans lesquels vous utilisez des ordi perso, parfois vous jouez en cours. Je l'ai fait, beaucoup de gens l'ont fait autour de moi. C'est peut-être pas le must si vous voulez vraiment être réglé pour l'école. Donc je vais faire une légère parenthèse aussi pour nos amis étudiants qui ont un peu plus les moyens. Vous pouvez très bien prendre un PC portable de chez Intel pour le coup, avec une carte graphique externe. Alors c'est de niche, ça coûte un peu cher, mais ça vous permet d'aller en cours avec un petit PC, avec un bon processeur mais un PC léger. Vous rentrez chez vous, vous le connectez sur la carte graphique externe, et hop, vous allez avoir un vrai PC gamer. Parce que du coup, au lieu d'avoir une carte graphique de PC portable, vous allez avoir une vraie carte graphique. Malheureusement, c'est des choses qui sont un peu onéreuses, ça coûte quasiment autant qu'un PC en lui-même. Donc si on compte le prix de la carte graphique plus le prix du boîtier dans lequel il faut l'insérer, mais ça tend à se démocratiser, donc c'est plutôt pas mal. Je ferai aussi un parallèle sur les machines exotiques, les PC exotiques portables qu'on peut acheter si on n'a pas forcément beaucoup de moyens et si on veut mélanger gaming, PC et avoir des systèmes de dock pour pouvoir les utiliser sur des écrans par exemple. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça bientôt. Et ensuite, le dernier volet qu'on va traiter, et puis ce sera la fin de cette vidéo qui est déjà très longue, ce sera l'occasion et le reconditionné. N'hésitez pas, parce que vous pouvez vraiment faire des affaires assez exceptionnelles. Par exemple, si je pense à certains PC, alors qui sont certes un peu plus vieux, pour le coup, à certains PC de la marque Lenovo, par exemple, qui sont très vite mis en vente sur le marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est des PC professionnels. Sauf qu'en entreprise, il y a des politiques de changement, de remplacement d'ordinateurs. Ce qui fait que ces ordinateurs-là, qui sont pourtant récents, souvent en bon état, fiables, robustes, relativement fins et performants, sont mis très vite sur le marché de l'occasion. Et du coup, sont rachetés par des acteurs tierces qui, eux, ensuite les revendent sur des plateformes type eBay, Le Bon Coin, ce genre de choses-là. Donc du coup, je vous conseille de regarder le marché de l'occasion si par exemple vous voulez changer de processeur dans votre PC fixe. Regardez le marché de l'occasion. Vous avez franchement toutes vos chances de trouver quelqu'un qui le vend pour un peu moins cher et peut-être pas très loin de chez vous. Si vous voulez acheter un PC portable, c'est pareil. Bon, évitez de regarder quand même sur Marketplace, parce que Marketplace c'est un peu douteux parfois, et regardez vraiment sur Le Bon Coin ou sur eBay. Vous allez avoir parfois de bonnes occasions de trouver quelque chose de vraiment sympathique. Alors faites quand même gaffe sur eBay et sur Le Bon Coin, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer.
mais c'est franchement quelque chose à réfléchir, hein. Vous pouvez vraiment trouver de vraiment de bonnes occasions. Je pense à eBay particulièrement, où vous pouvez avoir de bons petits PC portables qui seront aux alentours des 300-400 €, en fait même pas. Parce que comme c'est du reconditionné professionnel, ça coûte rien. De même pour les PC fixes, hein, les PC fixes de bureau, vous pouvez trouver des entreprises qui vont revendre des PC fixes utilisés en bureau, donc pour des prix défiant toute concurrence. Je l'ai fait une fois pour un de mes PC fixes, j'avais acheté un ancien PC fixe de bureau, je l'avais payé 100 €. Il y a beaucoup de vidéos sur internet de ça d'ailleurs, comment se faire un PC gaming à environ 150 €. Bon, moi je m'étais acheté une base sur un PC à 100 € qui venait d'Angleterre. Je l'ai reçu, il y avait Windows installé, un disque dur, un processeur qui était correct pour l'époque, pas de carte graphique et un tout petit peu de RAM. J'ai amélioré la RAM, j'ai mis une carte graphique, j'ai changé le disque dur par un SSD et hop, je pouvais jouer à des jeux très facilement dessus. Et au final, ça m'est revenu à 300 € de plus, pas plus. Donc bon. Donc il y a aussi ces options-là, donc pensez au marché de l'occasion, pensez au marché du reconditionné, parce que déjà c'est bien, entre guillemets, pour l'écologie, non pas que je sois forcément écologique, hein, j'utilise YouTube et j'ai plein de PC chez moi, mais pensez-y, parce que bon, parfois l'achat de matériel neuf, c'est pas forcément nécessaire, surtout dans le milieu des processeurs, hein. Je vois tous les processeurs que j'ai, ils ont été achetés d'occasion, pas forcément par souci de coût, mais vraiment par souci de... Il y en a plein en fait, il y en a plein partout. On pouvait en trouver sur AliExpress, des processeurs vraiment pas chers d'occasion, et pour le coup c'est des vrais, c'est pas du scam, c'est pas de l'arnaque. Donc pensez-y vraiment, sincèrement. Le marché de l'occasion, le marché du reconditionné sur des plateformes style Black Market, ce genre de choses là. Bon, j'ai pas essayé ça moi-même, mais il y a parfois des choses très intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est super longue, donc je mettrai des chapitres pour que vous soyez pas trop perdus. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-moi des questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Si vous avez encore une fois des idées de vidéos que vous voulez que je traite, je les ferai aussi, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour partager des informations avec moi. Si vous pensez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à commenter aussi, parce que soit c'est possible que j'en ai fait. Donc il n'y a pas de souci. Donc merci à tous de m'avoir écouté, et puis à la prochaine.